On ne présente pas non plus Patrick Pouyanné, diplômé de l'école polytechnique, passé par le corps des mines. Euh, un, un parcours dans la fonction publique, jusqu'à être directeur de cabinet de François Fillon, puis dans le business, 20 ans, plus de 20 ans, 21 ans maintenant, chez Total. En Angola, au Qatar, un patron de la branche exploration, production, puis raffinage, chimie, et désormais PDG donc, de Total. Mais connaît-on vraiment Total et connaît-on vraiment Patrick Pouyanné? Connaît-on vraiment Total qui, si on va sur le site corporate de l'entreprise, se présente désormais comme la major, ou une des majors, avec l'ambition d'être l'une des majors de l'énergie responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaît-on aussi vraiment Patrick Pouyanné, que beaucoup décrivent comme étant fonceur, pragmatique, déterminé, un homme de conviction avec des convictions, très rapide, impatient, exigeant. Certains l'appellent Papou, d'autres P1 au sein de Total, mais c'est aussi quelqu'un de citoyen et quelqu'un de très responsable. C'est ce en même temps, si vous m'autorisez cette chose, qui va être l'objet de la présentation maintenant de la part de Patrick sur les énergies à l'horizon 2030. Je vous demande d'accueillir chaleureusement et de faire un tonnerre d'applaudissements à Patrick Pouyanné. Bonsoir. L'avantage d'être le patron de Total, c'est qu'il y aura du silence dans la salle. Je dis ça pour Olivier, il te reste un peu d'effort encore. Bonsoir à tous. Merci, je suis heureux d'être parmi vous. Heureux à plusieurs titres. D'abord parce que vous faites partie d'une famille, celle des mines télécom, auquel je suis attaché, puisque j'ai eu la chance, effectivement, dans mon parcours, de passer par l'école des mines de Paris, que ma fille est également passée, et que j'ai eu l'occasion de présider l'école des mines d'Alès. Et qu'en fait, dans le même esprit qui vous anime ce soir, dans le cadre de cette soirée pour lever des fonds pour la Fondation Mines Télécom, chaque fois que je suis sollicité par les anciennes écoles auxquelles j'ai eu la chance d'être éduqué, dans laquelle j'ai eu la chance d'être éduqué, je réponds oui. Il ne faut pas en abuser. Mais je réponds oui parce que, quelque part, ça me paraît évident que nous devons tous quelque chose aux institutions qui nous ont formés, qui nous ont éduqués. Les Américains le comprennent beaucoup mieux que nous, puisque contrairement aux Français, eux, ils payent leurs études très cher, mais après, ils rendent encore plus. En France, on ne paye pas ses études, notamment à les écoles d'ingénieurs, ou quasiment pas. Chez ma fille, a dû passer 3 ans à l'école des mines de Paris, j'ai dû dépenser 4 000 euros. Et en plus, on ne rend rien. C'est peut-être parce qu'il y a un effet de cause à effet. Et je pense donc que je vous invite ce soir tous à réfléchir à pourquoi nous, Français, sommes différents de nos collègues américains qui font qu'in fine, les institutions universitaires américaines sont beaucoup plus puissantes que les nôtres. Donc ne répondez pas 100 euros, ajoutez au moins un zéro ce soir. Vous devriez refuser dans votre application en dessous de 1000, quoi. Bien, maintenant je vais vous parler du thème qui nous anime ce soir, qui va m'inviter à parler de l'énergie en 2030. 2030, c'est un peu court, hein. L'énergie en 2030, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à aujourd'hui. J'ai tendance à réfléchir à 2040. Et je vais juste essayer de partager avec vous les quelques convictions que nous avons, et puis qu'est-ce que Total fait dans cet environnement, et puis je répondrai à vos questions. Bon, d'abord, il y a un fondamental, vous le savez, mais je le répète toujours. Le premier fondamental, c'est que l'énergie est à la base de tout développement économique et social, dans quelque société que ce soit. Et que donc la mission première que nous avons, c'est de fournir une énergie, d'apporter de l'énergie, qui soit effectivement disponible, je reviendrai sur chaque mot, qui soit abordable et qui soit propre.
Le challenge, c'est de combiner ces trois mots. Et il y a quelque part opposition entre le mot propre et le mot disponible et abordable dans beaucoup de pays. Disponible, ça veut dire simplement que vous avez aujourd'hui sur la planète 1,3 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie. 1,3 milliard sur 7 milliards. Comme nous serons 9 milliards dans 20-25 ans, le défi est immense et qu'on ne peut pas rêver d'une planète où on laisserait des gens au bord de l'accès à l'énergie. Donc l'accès à l'énergie est essentiel. Et l'énergie qui soit disponible, ça veut dire aussi que quand vous appuyez sur un bouton, vous exigez, même dans nos pays, qu'elle soit tout le temps disponible. Vous n'imaginez pas qu'elle dépende du vent qui fait sur la colline à côté. Abordable, c'est totalement essentiel. C'est qu'elle doit être pas chère. C'est une constante dans tous les pays du monde, y compris dans nos pays développés. Aujourd'hui, en France, puisque le gouvernement a eu le bon goût d'augmenter les taxes quand le prix du pétrole n'était pas cher et qu'elles restent quand le prix du pétrole remonte, les Français commencent à râler. Et d'ailleurs, phénomène amusant, ils se mettent à acheter de l'E85 en masse, parce que l'E85, donc l'éthanol 85, vaut moins cher aujourd'hui que tous les autres carburants. Et vous imaginez bien que dans les pays émergents, ce sujet de la valeur de l'énergie, du coût de l'énergie, est totalement essentiel, et que c'est la vraie priorité de ces pays, il ne faut pas s'y tromper. Accéder à l'énergie, le meilleur marché possible, c'est ça qui fait d'abord fonctionner l'économie. Alors après, il y a l'adjectif propre, qui renvoie à l'environnement, qui renvoie aux défis climatiques, qui est tout aussi, bien évidemment, essentiel pour l'avenir de la planète, et je n'ai pour ma part aucun doute. Mais le défi, c'est d'arriver justement à faire évoluer cette énergie dans ces deux dimensions, économique, bon marché, et propre en même temps. Ce challenge, c'est celui que nous relevons depuis presque 100 ans chez Total, et il n'est pas du tout évident. Et les réponses que nous y apportons, nous, dans nos pays développés, ne sont pas nécessairement celles qui peuvent être adaptées aux pays en développement. J'insiste parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les pays émergents d'Asie du Sud-Est, leur vraie priorité, c'est d'accéder à l'énergie. Et comme le charbon coûte moins cher, ils produisent du charbon. Et ils font de l'énergie avec du charbon. Le reste, étant que les pays occidentaux développés n'auront pas mis les moyens financiers pour les aider à se détourner de l'énergie la moins chère possible, ils continueront. Alors en même temps, il faut être optimiste. Et pour répondre à votre question, je suis sûr que comme il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle, mais quand même je vais vous rappeler les choses, parce que comme vous lisez tous les matins qu'il n'y a plus besoin de pétrole et qu'il n'y a besoin que d'autres énergies, je voudrais rappeler simplement quel est le mix énergétique mondial aujourd'hui, pour être sûr qu'on part sur des bonnes bases, puisque je me rends compte que ce n'est pas toujours le cas. La planète consomme l'équivalent de 275 millions de barils, l'équivalent pétrole d'énergie. 32% viennent du pétrole, 22% viennent du gaz, 27% du charbon. 80% de l'énergie consommée sur la planète aujourd'hui est de l'énergie fossile. On est encore loin du zéro énergie, et 27% de charbon, ça sent que si je vous donnais la décomposition de la façon dont on fabrique de l'électricité, le charbon serait numéro 1. Après, il y a 5% de nucléaire, il y a 5% de biomasse traditionnelle, c'est-à-dire brûler du bois, ça fait beaucoup de CO2. Il y a 5% de biomasse moderne, c'est-à-dire de la biomasse, des biocarburants, et les énergies renouvelables représentent 2%. Juste pour remettre les choses en perspective, parce qu'effectivement, quand on ouvre un journal, on a l'impression que l'essentiel est dans les 2%. En fait, et je le dis d'autant plus que Total investit dans ces 2%-là pour les développer. Et la façon dont je voulais les partager avec vous, alors je pourrais prendre 2030, je vais prendre 2040, parce que je trouve que c'est encore plus frappant, c'est qu'est-ce qui se passe dans un monde, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui avons... la façon dont nous travaillons là-dessus, c'est qu'on regarde tous les scénarios publiés, notamment ceux de l'Agence internationale de l'énergie, et en fait, celui qu'on regarde d'ailleurs de très près, c'est qu'est-ce qui se passe dans un monde qui serait à 2 degrés. Ce qui ne veut pas dire que nous pensons pouvoir y être, mais qu'est-ce qui se passe dans un monde et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être dans un monde à 2 degrés par rapport à un monde qui continuerait comme aujourd'hui à se développer. Le premier challenge essentiel qu'on oublie de citer, c'est qu'un monde à 2 degrés en 2030 ou 2040, d'ailleurs c'est le même chiffre, je vais vous expliquer pourquoi, devrait consommer avec 9 milliards d'habitants autant que ce que nous consommons aujourd'hui. Alors que nous serions
1 milliard qui ne consomme pas, plus 2 milliards, 3 milliards de plus. 50% de personnes accidents à l'énergie devraient consommer autant qu'aujourd'hui sur la planète. Ça veut dire qu'il y a un gigantesque effort d'efficacité énergétique à réaliser. Et c'est le premier, en fait, levier, si on veut être dans un monde abordable et propre, parce que là, ça ne coûte pas cher, entre guillemets, c'est de faire de l'efficacité énergétique. Donc, les premières politiques publiques qui devraient être entreprises, y compris dans nos pays, c'est l'isolation des bâtiments, c'est des choses qui avaient d'ailleurs été très bien dites dans le Grenelle de l'environnement en France, pas nécessairement mises en œuvre par ailleurs. C'est dommage parce qu'en plus, ça crée des jobs. Mais on oublie de le dire, avant de parler du contenu, de comment on va fabriquer l'énergie, ça ne sert à rien de faire évoluer le comment si on n'arrive pas à limiter le combien. Parce que dans un monde, juste pour vous donner l'enjeu, un monde à business courant, en 2040, au lieu de consommer les 275 que j'ai dit, on en consommerait 390. C'est-à-dire une explosion de la demande énergétique qui est à peu près d'ailleurs 40-45%, qui correspond à l'augmentation tout simplement de la population que j'ai décrite. Donc ça, c'est le premier enjeu. Après, qu'est-ce que nous disent ces scénarios? Et je prends volontairement, même si ça fait mal au patron de Total que je suis, celui à 2 degrés. Ça ne fait pas si mal que ça, d'ailleurs. Comment on composerait l'énergie? En fait, on a besoin de toutes les énergies. Alors, on a besoin de toutes les énergies parce que je voudrais quand même rappeler qu'il y a des choses un peu simples et fondamentales. D'abord, si vous voulez faire de l'acier ou du ciment sans hydrocarbures capables de fournir la chaleur nécessaire à des industries lourdes, vous aurez beaucoup de mal. Donc, un monde sans hydrocarbures est un monde où on ne sait pas produire aujourd'hui de l'acier et du ciment. Je sais bien qu'on va tous vivre dans des pailles, dans des cabanes de paille, mais ça pose quand même certaines questions. Et ça renvoie au fait, la leçon que j'en tire, c'est qu'il est absolument essentiel de travailler, puisque nous devons aller vers un monde dit carbone, neutralité carbone, on doit travailler sur toutes les technologies qui permettent de compenser les émissions de carbone. La meilleure, je veux dire la plus efficace, dans laquelle d'ailleurs Total va investir, c'est l'entretien des forêts. L'entretien des forêts, pour moins de 10 $ la tonne de carbone, on est capable de compenser énormément d'émissions. D'ailleurs, ce n'est pas planter les arbres, c'est simplement les entretenir, c'est s'occuper de maintenir des zones humides, les marécages en Afrique. Et c'est une action qui coûte beaucoup moins cher, qui est la plus efficace qui soit, économiquement, et efficace sur le plan de la planète. Et on oublie de le dire, mais et donc nous allons d'ailleurs recruter des gens pour investir dans ce secteur-là, puisque nous avons l'ambition d'être responsables. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur les technologies de capture, de transformation du CO2 et de stockage. Je dis transformation parce que je crois personnellement beaucoup plus à la capacité qu'on aura à prendre le CO2 et à en faire des matériaux comme voie du futur, même si aujourd'hui c'est compliqué, c'est une molécule qui ne se laisse pas faire, qu'au stockage, même si on peut imaginer que la mer du Nord, en Europe, une fois qu'on aura déplété tous les champs, on pourra y stocker du CO2. Et c'est d'ailleurs ce que visent un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Deuxième chose que je voudrais partager avec vous, lorsqu'on parle de transport routier de passagers, il faut juste avoir en tête un autre fondamental, c'est que, compte tenu du fait que le nombre de kilomètres parcourus dans beaucoup de pays émergents, je pense à la Chine et à l'Inde, à horizon de 2040, la croissance de demande en carburant de ces pays émergents est à peine compensée par les gains d'efficacité énergétique sur les véhicules et par les véhicules électriques qu'on pourrait déployer dans les villes occidentales, à peine. Un deuxième chiffre que vous devriez avoir, que je voulais vous livrer, en supposant qu'en 2040, ce qui est une hypothèse extrêmement agressive, 50% de tous les véhicules personnels, de tous les véhicules passagers sur la planète soient électriques. Je veux dire, il faut, sachant que la population sera largement en Afrique, enfin, il y a des gains à faire. Ça voudrait dire qu'on aurait un parc de 32%. Cela représente une économie sur la consommation de production de pétrole de 8 millions de barils par jour. 8, par rapport à 100 aujourd'hui. Donc, les véhicules électriques et la disparition du pétrole, il y a du chemin à faire. Et donc, nous avons tort aujourd'hui de chercher à tout opposer. Ce que nous devons faire, en fait, c'est d'arriver à rendre ces énergies cohabitables tout en étant responsables, d'où mes commentaires sur les compensations absolument indispensables des émissions de carbone tirées des hydrocarbures. Ce que nous disent les scénarios, je recherche mon petit papier puisque c'est le seul papier qui est utile en fait, c'est qu'en 2040,
Dans le scénario de degré, à quoi ressemblerait l'énergie? Je ne vous dis pas que les chiffres sont bons, c'est juste des scénarios, mais publiés par des experts. On utiliserait en 2040 encore 23% de pétrole versus 32, 25% de gaz versus 22, 13% de charbon versus 27. On utiliserait du nucléaire un peu plus qu'aujourd'hui et les renouvelables feraient 15%, l'hydro en faisant 10. 25% de renouvelables hydro plus... biomasse plus hydro plus vent et soleil font plutôt 30%. Ça veut dire que dans ces scénarios-là, effectivement, on consommerait moins de pétrole qu'aujourd'hui. Dans le scénario courant, on en consommerait plus. Ça veut dire qu'il y a devant nous, c'est un défi pour une entreprise comme la nôtre, effectivement, un marché qui au mieux stagne, croît peut-être un petit peu, mais pourrait décroître. Ça veut dire aussi qu'il y a un autre marché qui est le gaz naturel qui, lui, est en croissance à ces horizons. Parce qu'il est l'hydrocarbure qui, quelque part, ou l'énergie fossile qui émet le moins de CO2 quand on veut faire de l'électricité, 2 fois moins que le charbon. Simplement, son ennemi à lui, c'est le charbon, parce que passé de 27 à 13, le monde n'en prend pas du tout le chemin, puisque les seules matières premières que possède un pays comme l'Inde, c'est du charbon. Et dans tous les pays du monde, où que ce soit, on commence par consommer et produire les matières premières que l'on possède. C'est une constante partout. Et dire aux Indiens, ne consommez pas votre charbon, il va falloir payer cher, d'autant plus que ça représente des centaines de milliers d'emplois, et que par ailleurs, il y a un pays en Europe, le plus riche d'Europe, qui continue, pour le même motif d'emploi, de consommer du charbon. Donc, alors après, bien sûr, il y a d'autres énergies, notamment les énergies renouvelables, qui vont trouver leur place dans ce mix. Alors le 30% que je viens de dire, donc 15% éolien solaire, il faut savoir, dans les scénarios courants, c'est plutôt 20%, dont donc 5% d'éolien solaire. Alors quelle est la réponse que nous en tirons? Comment on gère ce défi dans un groupe comme le nôtre? Bon, d'abord, c'est assez simple. Bon, alors, non, l'autre dernier point que je dois commenter, c'est que l'autre caractéristique des marchés de l'énergie, c'est que l'économie s'électrifie. Aujourd'hui, si je regarde les énergies secondaires, l'électricité représente 20%. Dans la plupart des scénarios, c'est 40% de l'énergie est électrique. Alors elle viendra soit de gaz, soit de renouvelable, soit de charbon, soit de pétrole, ce qui est l'énergie secondaire, mais l'économie s'électrifie, elle s'électrifie sur plein plein de, je dirais, plusieurs effets. L'un d'entre eux, c'est qu'on maîtrise mieux le stockage de l'électricité, d'où le développement électricité, stockage d'électricité. L'autre étant qu'on utilise de plus en plus de digital, de technologies qui ont besoin d'électricité. L'électricité, d'ailleurs, c'est bien parce que les gens, quand on leur parle, il y a une espèce de fait électricité, ils pensent que ça vient de la prise, quoi. Je suis très sérieux. Quand vous faites des sondages, l'énergie la plus propre, c'est l'électricité. Personne ne sachant, vous dans la salle, vous le savez tous, que quelque part, il se passe quelque chose derrière. Donc l'électricité, c'est bien, et je vais revenir là-dessus. Mais ça croît, donc la demande en électricité croîtra au moins 2 fois plus vite que la demande en énergie sur cette planète. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il a produit. Alors pour Total, ça veut dire quoi? Total, d'abord, c'est un groupe de 100 000 personnes. Nous produisons, je donne quelques chiffres, nous allons produire, disons, 3 millions de barils équivalent pétrole par jour, 1,5 million, 1,6 million de pétrole sur 100 millions. Donc on est un géant, mais un nain. On représente 1,5% du marché pétrolier. Les grands géants du pétrole, c'est les compagnies nationales de quelques grands pays. C'est pas Exxon, Shell, Total qui font... Les grands majors, les 5 grands majors représentent à peine 8 à 9% du marché mondial du pétrole, même si on fait partie des plus grandes capitalisations mondiales. On fait à peu près autant, un petit peu moins de gaz. Là, par contre, notre part de marché est plus forte. On est plutôt à 3%, puisqu'on produit 2 fois moins de gaz sur la planète que de pétrole, grosso modo. Donc c'est un pays, donc on produit 3 millions de barils, 1,6 million de barils par jour. On fait également du raffinage, on raffine 1,8 million de barils par jour de pétrole. Donc à peu près ce que nous produisons, ce n'est pas du tout les mêmes molécules, mais c'est à peu près équilibré. Et puis on distribue dans des réseaux, on a 15 000 stations dans le monde, deuxième réseau hors Amérique au monde, notamment en Afrique, où nous sommes de loin le premier. On distribue 1,8 million de barils par jour. Donc en fait, on est totalement intégré sur la chaîne, économiquement. On produit, on raffine,
on distribue, on fait de la pétrochimie, donc on fait à peu près tout ce qu'on peut faire avec une molécule de pétrole, on le fait. Ce qu'on appelle un modèle intégré, c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de résister quand le prix du pétrole baisse, parce qu'en gros, quand le prix du pétrole baisse, vous arrivez à récupérer une partie de la marge dans les marges aval, notamment dans les plastiques et dans les autres produits, la distribution de réseau étant, elle, une marge assez constante. Alors, et puis, par ailleurs, donc je viens de le dire, on produit du gaz depuis longtemps, c'est pas nouveau, même si on en affirme plus l'intérêt. Et notamment, nous sommes devenus récemment, dans le marché du gaz naturel liquéfié, qui est à peu près 20% du marché mondial du gaz, nous sommes devenus le numéro 2 mondial après l'acquisition des activités d'Engie dans ce domaine, puisqu'en combinant les nôtres, qui étaient déjà importantes, celles d'Engie, on est passé de numéro 3-4 à numéro 2. Numéro 2 largement au-dessus du numéro 3. On a une taille 2 fois plus grosse que le numéro 3 qui est Exxon, et on est à peu près 30% plus petit quand même encore que Shell. Donc c'est un enjeu important. Le gaz, je l'ai dit, est une énergie plus propre, plus flexible. C'est le bon complément aux énergies renouvelables, parce qu'il faut quand même assurer de la base. Simplement, le gaz, il a un inconvénient, c'est qu'il est cher. Le gaz, contrairement à un liquide, il faut le liquéfier, il faut le transporter dans des méthaniers, il faut le regazéifier, et toute la chaîne logistique du gaz coûte plus cher. Donc c'est une énergie, quand vous ranquez charbon, pétrole, gaz, vous êtes dans des ratios, le charbon est le moins cher, le pétrole est un petit peu plus, et le gaz est plus cher. Et un des grands enjeux que nous avons, si on veut que le gaz s'impose dans les scénarios énergétiques, c'est d'en baisser le coût de production, de liquéfaction, de transport, de logistique, pour en convaincre des clients d'absorber du gaz. Alors on est aidé en ce moment parce qu'il y a un pays qui a fait le choix du gaz de façon très affirmée depuis un an, après octobre l'an dernier, c'est la Chine, puisque au moment où il était renouvelé, le président, longtemps, Xi Jinping a fait un grand discours qui s'appelle Beautiful China, dans lequel il a expliqué que la priorité absolue, c'était la qualité de l'air dans les villes, et ça veut dire concrètement que le gaz, qui est très faible dans le mix énergétique chinois, le gaz ne représente que 6%, le charbon représentant 50%, a vocation à croître très rapidement, puisqu'il envisage de passer à 10 puis 15% du mix énergétique chinois. Et donc ça fait un appel sur le marché mondial du gaz tout à fait majeur, le positionnement sur le gaz naturel liquéfié étant justifié largement par l'ouverture de ce marché et la forte croissance de ce marché. Alors pour nous, on prend les fondamentaux. Si le pétrole, effectivement, pourrait voir sa demande stagner ou diminuer, ça veut dire qu'il ne faut pas, dans ces scénarios-là, ça veut dire concrètement que le prix du pétrole à des horizons que je ne sais pas dire pourrait ne pas beaucoup bouger ou pourrait baisser. Donc il faut qu'on se positionne sur du pétrole pas cher, à point mort bas. Et donc nous avons décidé d'abandonner ce que nous faisions pendant plusieurs années, c'est-à-dire la recherche des pétroles ultimes. Et en fait, il y a un ministre saoudien du pétrole qui a prononcé une phrase célèbre, c'est Shah Yamani, en 2000. Il a prononcé cette phrase en 2002, c'est probablement le ministre saoudien le plus connu. Et il avait dit l'âge de la pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre, l'âge du pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole. Le ministre saoudien. On ne parlait pas d'énergie renouvelable, il était sage. Je crois que c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, toute cette affaire d'énergie, il faut le voir dans une espèce de continuité. Il y a des nouvelles énergies, l'évolution technologique est permanente. L'humanité cherche, en fait, quelque part, en permanence, à trouver de l'énergie moins chère. On fonctionnait au bois il y a 300 ans, on a découvert le charbon, on a découvert le pétrole, maintenant c'est le gaz, les renouvelables. Il y a des temps qui se succèdent, parce qu'on est toujours dans la quête de cette énergie la moins chère possible, la plus propre possible, la plus abordable possible. Donc, notre positionnement sur le pétrole, c'est ça ne sert à rien d'aller chercher du pétrole en zone arctique. Il y a mieux à faire du capital de Total, parce que même si on le trouve, on aura du mal à le développer, il coûtera trop cher, et il risque d'être inutile, entre guillemets, plus tard. Par contre, je suis aussi convaincu qu'on continuera à produire du pétrole en 2050 ou 2100, parce que, quelque part, on aura du mal à se passer de cette énergie-là. Le gaz, naturellement, après ce que je viens de dire, je vais faire le sort du charbon. J'ai fait le sort du charbon très vite en prenant mes fonctions, puisque je ne savais pas à la fois défendre, me faire l'avocat d'une croissance dans le gaz, dire que le charbon était l'ennemi, puis gagner de l'argent avec du charbon. Ça a un peu perturbé certains collègues, puisqu'on était dans le charbon, on avait des mines de charbon en Afrique du Sud, on avait une activité de trading de charbon qui gagnait pas mal d'argent, et nous avons décidé de vendre et de mettre fin à ces activités par une espèce de cohérence stratégique qui nous rend plus à l'aise pour dire que le charbon, c'est l'ennemi. Du coup, quand les organisations mondiales du charbon veulent m'inviter, je leur dis non, je n'ai pas envie de me faire lyncher. Et donc,
le gaz, et je l'ai dit, une entreprise doit croître dans ces scénarios-là. Donc il faut se faire l'avocat du gaz. Et donc nous investissons fortement dans le gaz. J'ai dit numéro 2 mondial du GNL. Mais ça veut dire aussi que, de la même façon que j'ai décrit tout à l'heure ce que nous faisions dans le pétrole, en fait l'ambition dans le gaz est la même. C'est-à-dire être intégré sur toute la chaîne d'une molécule de gaz. Donc avec du gaz, eh bien, on peut le liquéfier et le transporter pour le vendre. On peut en faire de la pétrochimie. Le contrat que j'ai signé hier en Arabie Saoudite est un contrat de pétrochimie sur base gaz et pas sur base pétrole, comme je l'ai entendu sur une radio ce matin. De manière, dès que Total touche à quelque chose, nous sommes les petits monstres. C'est bien connu. Mais il se trouve que les plastiques, au passage, ça croît de 3% par an. Il n'y a aucun scénario où on sait de se passer de matière plastique sur cette planète. Enfin, je veux dire, alors là, pour le coup, il faut faire l'éducation. Mais je pense que plastique, les gens imaginent sac plastique, ce qui effectivement n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de plastique partout, quoi. Il faudrait qu'on éduque les gens. Donc, le gaz croît, mais on s'engage aussi dans les développements de nouveaux usages du gaz. Par exemple, aujourd'hui, on promeut l'utilisation du gaz par les sociétés de transport maritime de containers. On a signé cette année un accord avec CMA-CGM pour qu'ils substituent au fioul du gaz naturel liquéfié. C'est une énergie un peu plus chère, mais on a réussi à leur démontrer, en faisant nous-mêmes des efforts, qu'ils pouvaient passer d'une énergie polluante à une énergie beaucoup plus propre. On a investi aux États-Unis cette année dans une société, nous avons 50% des stations-service de gaz naturel pour camions aux États-Unis. Et on essaye de développer des filières également en Europe où le gaz naturel servirait de fuel, entre guillemets, pour le charbon. C'est une vraie évolution culturelle dans le groupe que d'expliquer à nos marketeurs, qui étaient des marketeurs de produits pétroliers, que dorénavant, ils doivent faire de la place pour les produits concurrents, entre guillemets, parce que jusqu'à peu de temps, ils ne voulaient pas entendre parler, voire ils faisaient tout pour que surtout on n'y arrive pas. Troisième trend de tout ça, vous l'avez compris, c'est que j'ai dit que l'électricité croissait plus vite. Eh bien, c'est qu'on s'est posé la question de savoir, au-delà du pétrole et des gaz, il faut si on réfléchit au futur de ce groupe et à l'ambition qu'il reste un grand de l'énergie, il faut qu'on aille vers des marchés également en croissance et le marché de l'électricité croît plus vite. Donc on a décidé de se positionner sur ce que j'appelle l'électricité bas carbone. Bon, alors il se trouve que je peux énoncer la stratégie parce qu'entre-temps, on a fait quelques opérations d'acquisition qui fait que j'ai l'air malin maintenant. Je l'ai témoin il y a que 3 ans, puisque il y a 3 ans, on avait mis un puzzle à nos investisseurs. On ne savait pas très bien ce qu'on voulait faire. On a un peu remis de l'ordre dans toutes nos idées. Et en fait, maintenant, on est clair. Ce qu'on souhaite faire, c'est, en fait, partant d'une feuille blanche, tirer parti des opportunités qui sont devant nous pour construire, je dirais, un électricien bas carbone, à bas coût, je vais revenir là-dessus, produisant de l'électricité soit sur base du gaz naturel, soit sur base d'énergie renouvelable, faisant du trading, le négociant, surtout qu'il y a des opportunités de business d'agrégation quand vous avez beaucoup de sources décentralisées, et puis le marketant, le commercialisant auprès des clients professionnels que nous faisions depuis plusieurs années, et maintenant résidentiels, après l'acquisition de l'Empiris en Belgique, de Direct Énergie en France, puisque maintenant nous avons 4 millions de clients. Alors pourquoi je dis qu'on a une chance d'établir un business model? On n'a aucune envie, les gens disent qu'ils veulent être concurrents de grandes utilities, on n'a pas du tout cette ambition-là. Parce que, nous n'investirons jamais dans des réseaux régulés, donc on n'a pas, les réseaux en Europe sont en accès libre, et donc on n'investira pas dans ces infrastructures qui, elles, ont des rentabilités relativement faibles, mais on investit dans les segments où on peut se positionner de façon concurrentielle. Alors sur la production, il se trouve qu'en Europe, acheter des centrales à gaz, c'est pas très cher. Les dernières qu'on a achetées, on a payé entre 1/6 et 1/4 de la valeur à neuf. Donc construire un parc, ça marche. Et puis, dans la partie commercialisation, nous gérons 4 millions de clients avec 400 personnes aujourd'hui. Tout est digital. Et nous gagnons en ce moment, par mois, 80 000 clients. 70 000 clients en ce moment, entre Direct Énergie et Total Spring. Ça veut dire que quelque part, on doit pouvoir... Alors on a 6-7% du marché français et belge, on a plutôt 10% du marché belge et 6% du marché français. Et notre ambition, c'est d'atteindre 15%, pas plus. Il ne faut pas que EDF soit inquiet. On leur laissera le monopole, ou la grosse partie du monopole. Mais on a une capacité, en tout cas c'est ce qu'on a, on a envie de le démontrer, quelque part, d'utiliser ces nouvelles technologies digitales, d'utiliser ces circonstances de marché pour construire ce business d'électricité bas carbone. En gros, on vient de le décrire récemment,
Si on imagine une entreprise comme Total dans 2040, on s'est donné un objectif, c'est qu'on veut que l'intensité carbone de nos produits, des produits que nous vendons, énergétiques que nous vendons, doit diminuer. Et elle doit diminuer d'au moins 25% à horizon 2040. Si on arrive à faire ça, on est entre le scénario 2 degrés de l'AIE et le scénario 3 degrés. On est à peu près à 2,8. Bon, alors s'il faudrait faire 35% pour être vers 2 degrés, ça suppose d'autres choix technologiques qu'on n'a pas encore trouvés. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y aura pas. Mais pour faire ça, en fait, ça veut dire qu'il faut que Total évolue dans son portefeuille en étant, en gros, à peu près 50% gazier, 45-55%, en produisant 30 à 40% de pétrole et en produisant 15 à 20%, en produisant et vendant, je devrais dire à chaque fois, 15 à 20% d'électricité bas carbone. On peut le faire en investissant, Total investit à peu près, disons, 15-17 milliards de dollars par an. En investissant 2 milliards de dollars par an, on arrive à peu près à atteindre ces objectifs, y compris dans ces segments nouveaux. Donc, voilà notre réponse. Alors, on a également dans notre positionnement de devenir une entreprise d'énergie responsable. Devenir, on n'a pas dit être, on a dit devenir. On a aussi pris des positionnements forts sur un certain nombre de thèmes sociétaux et collectifs. On a pris et notamment, nous faisons l'avocat d'un prix du carbone, d'une tarification du carbone. Je ne sais pas si ça doit être une taxe ou un marché, je laisse ça aux experts économistes. De toute manière, pour l'instant, on ne sait pas trop. Par contre, il faut qu'on tarifie le carbone, parce que si on ne tarifie pas le carbone, il ne faut pas le tarifier très fort. Les Anglais l'ont fait. Je pense que la meilleure politique publique en ce moment en Europe sur l'énergie, c'est l'Angleterre, de très loin. Et beaucoup de gouvernements européens devraient regarder les politiques publiques britanniques qui ont simplement mis une taxe à peu près à 20 € la tonne, enfin 25, disons, c'était 18 livres, qui ont fait shifter immédiatement le système électrique britannique du charbon au gaz, qui ont mis en place un marché de capacité, sans préjuger des technologies, stockage de l'énergie, interconnexion, stockage batterie ou autres, et qui marche, qui fait qu'aujourd'hui, ils se dotent de moyens de stockage. Ils n'ont pas de problème, comme la Belgique est en train de pouvoir en faire face à un blackout dans les quelques mois qui viennent. Donc il y a des moyens économiques d'influencer les choix. Et pour avoir commencé ma carrière dans le monde de l'environnement, qui doit déteindre sur moi aujourd'hui dans mes propos quelque part, j'ai toujours considéré que fondamentalement l'écologie n'avance que si les acteurs économiques, et si l'économie leur donne les signaux qui vont bien. C'est pas que par la réglementation qu'on y arrive, c'est d'abord en convainquant les acteurs économiques de faire les bons choix d'investissement. L'autre point, c'est que voilà, donc on s'engage également collectivement, puisque nous sommes parmi les initiateurs aujourd'hui, on a un club des 13 plus grosses entreprises pétrolières et gazières qui font 25% à nous tous de la production mondiale et qui partageons des objectifs de réduction des intensités carbone pour arriver quelque part collectivement à être tous ensemble responsables. Voilà ce que je voulais vous dire, comment je vois l'évolution du monde de l'énergie. Je ne suis pas sûr d'avoir raison. Olivier a dit que j'ai des convictions. Simplement, il faut faire des choix, il faut en même temps garder de l'optionnalité quand on pilote des entreprises de la taille. Bon, j'ai la chance de diriger une entreprise qui marche très bien et qui est en bonne santé. Ce qui nous permet d'ailleurs, effectivement, de vous dire, il est quand même bizarre, il dit qu'il est en train de se diversifier par 2 milliards de dollars par an. C'est vrai que ce n'est que 10% après les investissements du groupe, donc on peut se permettre de faire ces choix-là, ce qui fait peur, je sais, à certains concurrents. Mais en même temps, c'est un monde où la France a la chance d'avoir un champion qui fonctionne bien et dont je suis le très heureux patron. Merci pour votre attention. Et je suis prêt, je comprends, à répondre à des questions de la salle. Monsieur Brouillannet, est-ce que c'est un bon choix de la part du gouvernement français de refuser l'exploitation, non seulement l'exploitation, mais même d'établir la carte de l'immense richesse qu'il y a en France
d'hydrocarbures de schiste. Il y a dans votre phrase il y a une affirmation, immense richesse. Vous avez peut-être noté que Total ne s'est pas beaucoup battu dans cette affaire. Vous devriez vous demander pourquoi. Ce n'est pas que nous soyons aux ordres du gouvernement français. Je pense qu'on montre notre indépendance régulièrement. C'est qu'en fait, la vérité, c'est que nos géologues n'ont jamais été extrêmement convaincus de l'immense richesse du sous-sol français en hydrocarbures non conventionnels. Je peux vous raconter l'histoire. J'étais à ce moment-là patron du domaine minier. C'est une société indépendante américaine qui était venue nous voir en 2007-2008 en nous disant, eux, ils en faisaient aux États-Unis, vous avez toute la bibliothèque géologique de France, est-ce que vous acceptez qu'on la regarde? Et en travaillant ensemble, et puis ils ont travaillé 1 an avec nos équipes, et puis au bout d'1 an, ils sont venus me voir en me disant, vous savez, il n'y a pas grand-chose quand même, on n'est pas très convaincus. Bon, comme on a travaillé 1 an, on pourrait demander un permis là, du côté de Montélimar. Et puis l'histoire a démarré. D'ailleurs, je veux dire, ce permis, comme il n'y avait pas en France, on pouvait obtenir des permis sans rien payer, sans rien demander. Enfin, il fallait envoyer une lettre à l'administration, puisqu'il n'y avait plus de recherche d'hydrocarbures dans le pays. Il n'était même pas passé dans les instances de validation interne. J'avais juste mis un mot à Christophe de Marjoli, je te signale qu'on prend un permis en France. Et il m'avait dit, est-ce que c'est sérieux? Je lui ai dit, peut-être pas. Bon, là-dessus, José Bové s'en est emparé. Un certain nombre de dirigeants politiques ont cru bien faire, y compris des anciens élèves de grandes écoles, de dire qu'il avait raison. Donc le truc est devenu irrationnel. Dans cette affaire, le plus frustrant pour moi, et pour le pays, je trouve, c'est pas, encore une fois, je vous dis la ressource, je ne suis pas certain qu'elle soit gigantesque, c'est plutôt le fait que nous soyons tombés dans l'apologie de l'ignorance, quoi. Et que dans ce pays, on préfère ne pas savoir, de peur d'on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, que de faire l'inventaire puis de faire des choix et des décisions. C'est quand même, mais on est en train de le faire sur beaucoup de sujets. C'est quand même un recul, quelque part, de la rationalité du pays de Descartes. Donc en tant que citoyen, je trouve ça regrettable. En tant que patron de Total, comme j'ai toujours répondu aux autorités politiques françaises, si vous ne me permettez pas de le faire dans le pays, je vais le faire ailleurs. Voilà. Sur le fond, il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a même pas de pays aujourd'hui, à part les États-Unis, qui arrivent à développer de façon rentable les gaz de schiste ou pétrole de schiste. Il y a des ressources importantes en Argentine, nous en avons. Il y en a peut-être en Australie, un peu en Chine, même les Chinois n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une industrie qui est très particulière, qui a en tout cas une particularité, c'est que c'est en gros, contrairement à ce que nous faisons, ce que fait Total dans le pétrole, dans le gaz, c'est en gros, on trouve un gisement, et notre objectif, nos ingénieurs, c'est de minimiser le nombre de puits à forer pour maximiser l'extraction de pétrole. Dans le pétrole de gaz de schiste, c'est exactement le contraire. Il ne faut pas chercher à minimiser du tout, c'est juste une machine à forer, puisque vous savez que la production, il ne faut pas être très intelligent, ça ne sert à rien de faire beaucoup d'études. Une fois que vous avez identifié le gisement, enfin la zone à peu près, vous savez qu'il faut forer, et votre idée, c'est de faire comme dans une usine automobile. Le maximum, c'est un système manufacturier où il faut forer le plus vite possible, le moins cher possible, et de façon, puisque chaque puits aura une production extrêmement faible. Nous produisons en ce moment au Texas, dans la région de Dallas-Fort Worth, puisqu'on a plein de puits sous l'aéroport de Fort Worth, on produit l'équivalent de 100 000 barils jour, ce qui n'est pas beaucoup de gaz, avec 2500 puits. Normalement, pour faire ça, il en faut 20, quoi. Donc c'est une industrie qui nécessite, en fait, fondamentalement, le pétrole de schiste, une très grande, comme dans l'industrie mobile, capacité à mobiliser des sous-traitants et toute une chaîne, un écosystème de sociétés de services. Il y a un seul pays au monde où cela existe, c'est les États-Unis. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc, ils ont été capables de mobiliser, puisqu'aux États-Unis, il y a 3000 appareils de forage, vous savez, en Europe, il y en a 30. En Argentine, il y en a 50 maintenant, ou 100. Ils ont été capables de monter l'écosystème, parce que l'écosystème, il était là, qui fait qu'ils ont rendu tout cela efficace et rentable. Donc, honnêtement, sur ce sujet-là, en tant que citoyen, je regrette le recul. Je ne suis pas totalement convaincu que l'on passe à côté de quelque chose, sachant que le deuxième commentaire que je ferai, c'est qu'il est assez normal qu'en Europe, on se pose des questions-là. La valeur de l'espace, puisqu'en fait, le pétrole et le gaz de schiste, ça consiste... La principale pollution, ce n'est pas tout ce que j'entends sur je sais pas quoi, les séismes ou je ne sais pas quelle autre bêtise qu'on raconte, ou autre problème d'eau, alors que maintenant, on recycle 99% de l'eau dans nos opérations. C'est en fait l'occupation de l'espace. Parce qu'en fait... Pour faire tout cela, comme il y a 2500 puits, vous occupez de l'espace. Et c'est clair que la valeur de l'espace au fin fond du Texas, ce n'est pas la même que dans certains pays européens où la densité de population. Donc le vrai choix derrière, c'est un choix d'occupation de l'espace en termes de politique publique.
Bon, encore une fois, je pense qu'il est regrettable qu'on ne veuille pas savoir, parce qu'après tout, on aurait pu avoir un débat public, mais je connais l'argument des ONG qui ont convaincu le gouvernement, qui est de dire « Ah oui, mais si vous trouvez, on ne saura pas vous empêcher de le produire ». Ça, c'est encore une fois, nous ne produisons du pétrole ou du gaz ou quelconque énergie que ce soit qu'après beaucoup de procédures d'autorisation dans tous les pays. Je veux dire, en France, pour faire une centrale solaire, il faut quand même 15 administrations différentes. 15 administrations doivent vous tamponner un papier pour construire une centrale solaire. Donc je veux dire, avant de produire du pétrole, il en faut des papiers. Hein. Voilà. Question suivante. Oui. Merci pour cette excellente présentation. Juste une question. Vous êtes dans une industrie qui est en fait dépendante du dollar, avec donc un contrôle américain fort, à un moment où l'administration Trump n'est pas exactement brillante en termes d'environnement et en plus vise plutôt un repli. Et en parallèle, on voit la puissance chinoise qui croît, dans le domaine des infrastructures, notamment avec les projets One Belt, One Road, et puis l'accroissement des besoins. Quel est votre sentiment en tant qu'Européen sur ce que peut faire et ce que doit faire l'Europe pour assurer son indépendance énergétique et entre ces deux écueils? Oula, il y a beaucoup de questions là, dans une. Alors, ça va donner beaucoup de commentaires. Bon, d'abord, je prends la dernière. L'Europe est nette importatrice d'énergie. Le débat qu'on a absolument absurde en ce moment sur le fameux pipe Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, soyons clairs, la production d'énergie en Europe diminue. Je mets le nucléaire à part. Fondamentalement, nous sommes importateurs d'énergie, importateurs de gaz notamment. Donc la seule bonne stratégie pour l'Europe, c'est de maximiser les points d'accès pour mettre en concurrence les diverses sources potentielles de gaz de demain. Donc, si les Russes veulent se construire un tuyau, qu'ils le construisent, on verra s'il est plein. Si les Américains veulent mettre des terminaux de regasification, mais mettons-les. Et puis après, on verra ce qui se passera et qui gagnera en termes de compétitivité. Le débat, vu des Européens, me paraît évident. On doit maximiser les points d'accès à l'Europe, puisque nous dépendons de toute manière des importations. Et nous en dépendons chaque jour un peu plus. Et organisons la compétition entre le gaz russe, le gaz américain, le gaz algérien, et puis voilà. Le gaz américain met un plafond dans le système, mais ce n'est pas le moins cher. Et donc, au passage, moi qui produis du gaz naturel aux États-Unis, je suis allé expliquer à M. Rick Perry, le secrétaire d'État, secrétaire de l'énergie américain, et au secrétaire au Trésor, que fondamentalement, je n'avais pas envie d'envoyer le gaz américain en Europe, je veux l'envoyer en Chine et en Asie, parce qu'il est beaucoup mieux rémunéré. Donc je ne comprends pas très bien le débat qui consiste à vouloir nous convaincre de mettre, nous, Européens, d'acheter du GNL américain, parce qu'en fait, encore une fois, notamment aux États-Unis, c'est les sociétés privées qui décident où on envoie le gaz, ce n'est pas les gouvernements. Contrairement à ce que... En Europe, c'est d'ailleurs la même chose, c'est les sociétés privées qui possèdent les terminaux de regasification, ce n'est pas les gouvernements. Donc, l'indépendance énergétique, ça passe par assurer une sécurité d'approvisionnement. Après, ça renvoie à d'autres débats sur lesquels je ne suis pas le plus expert, donc je ne me prononce pas sur le sujet du nucléaire, même si, suite à Fukushima, on voit bien qu'au nom de l'émotion, un peu d'irrationalité, pas mal de pays veulent tourner le dos. La France, pas tant que ça, même si on fait beaucoup de gesticulations, en fait. Et à mon avis, on a raison de ne pas y tourner le dos. Après, vous avez dit dollar, États-Unis. Une société comme la nôtre, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le fait que les échanges soient en dollars qui pose problème. La vraie force aujourd'hui, qui a fait d'ailleurs que nous n'avons pas eu le choix que de quitter l'Iran, la vraie force aujourd'hui des États-Unis, c'est la force de son capitalisme. C'est le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des investissements dans les entreprises mondiales est d'origine américaine. Et pourquoi cela? Mais parce que ça fait des décennies qu'ils accumulent dans des fonds de pension, dans des outils, des 1000 milliards de dollars. Je vous rappelle que BlackRock, c'est 5000 trilliards de dollars que gère cette boîte, 5000 trilliards de dollars. Et il possède maintenant à peu près 5% de toutes les entreprises du CAC 40. 5% pour Total et l'équivalent pour les autres. C'est cette force-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça, plus le système financier américain qui s'appuie là-dessus. Et dans le sujet iranien, ce qui a fait qu'il était très clair avec les Iraniens d'ailleurs d'abord, et pour nous, Total, que nous ne pourrions pas rester si les sanctions secondaires se remettaient en place, que Trump a décidé, c'était en fait le truc ultime, et d'ailleurs ils l'ont annoncé il y a 15 jours, c'est qu'ils pouvaient nous interdire, non pas d'utiliser le dollar, si on arrivait d'accéder à tout le système financier américain. Et ça, je peux vous dire, on ne sait pas faire fonctionner une quelconque entreprise
qui est dans plusieurs pays, sans accéder au système financier américain. J'ai posé la question au directeur financier, où il m'a dit on a plus de 90% de tous nos systèmes d'obligations, etc., qui passent par les États-Unis. D'ailleurs, je vous signale que le système assurantiel et de réassurance mondial termine toujours aux États-Unis. Toujours. On ne sait pas faire de l'assurance et de la réassurance sans avoir à un moment un bout de dollar qui traîne. Donc il suffit qu'ils nous chopent là-dessus et c'est terminé. Donc ça, c'était la menace ultime, qu'en plus, ils ont dit récemment qu'ils étaient prêts à la mettre en œuvre. À ce moment-là, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est être raisonnable. On n'est pas payé pour être des héros. C'est la limite entre l'audace et la témérité, quoi. Audace, oui. Signé en Iran, témérité, c'est jouer les héros et donc on arrête. Donc c'est ça la vraie puissance. Et la vraie réforme à faire, mais qui prendrait beaucoup de temps, qui est très impopulaire en France, ça serait de construire un capitalisme européen, d'accumuler notamment via des fonds de pension, et puis de diriger cette épargne, parce que l'autre j'aurais dû le dire, l'épargne américaine, elle est très dirigée vers les entreprises, vers le marché d'actions. L'épargne européenne est essentiellement dirigée, notamment chez nous, de l'assurance vie, des choses sans risque. Donc c'est ça qui fait la force du capitalisme américain et qui fait qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, toutes les grandes entreprises, bah oui, à partir du moment où ils décident, malheureusement, et ça c'est un problème politique, ce n'est pas mon problème à moi, je ne fais que constater les lois de ce pays, à partir du moment où ils décident d'utiliser leur force capitalistique pour imposer leurs lois géopolitiques, eh bien, ils deviennent les maîtres du monde. Oui, c'est la loi du plus fort, comme a dit Emmanuel Macron. Il devrait y avoir des systèmes régulatoires au niveau politique. Malheureusement, on tombe sur un président américain qui n'en a rien à faire, qui a décidé qu'il ferait exploser tout cela et qu'après tout, c'est pas America First, c'est America Alone. Il a sans doute raison puisqu'il est le plus fort. Il est en train d'ailleurs de l'imposer. Vous avez posé une question sur la Chine. La Chine, effectivement, la Chine est une puissance, une forte puissance. Il y a eu un très fort changement, qui est peut-être une erreur d'ailleurs. Je pense que c'est une erreur qui provoque pas mal de réactions, et en États-Unis et en Europe. One Belt, One Road, c'était vu au début comme une espèce de plan Marshall chinois envers les pays émergents qui les entouraient. Et c'était accompagné d'un discours relativement lénifiant. Nous n'avons pas d'ambition de puissance, mais comme nous sommes maintenant une économie riche, nous pouvons aider les pays émergents à émerger. Cette année, il se trouve qu'il y a chaque année à Pékin une espèce de Davos chinois où les patrons de la planète, les grands patrons se retrouvent. On est reçus par les autorités chinoises. Cette année, le discours avait totalement changé dans la foulée de l'élection de Xi Jinping. C'était « Nous sommes une puissance économique, nous serons une puissance mondiale et nous avons vocation à imposer cette puissance ». Il ne faut pas se tromper, la Chine, et d'ailleurs, l'outil de tout ça, c'est One Belt, One Road, qui, d'ailleurs, j'ai découvert que la route de la soie ne s'arrête pas quelque part en Turquie, mais elle va jusqu'au Portugal, en République tchèque. Et ce qui se passe en ce moment en Europe est quand même assez inquiétant. Il faut avoir conscience que les Chinois rachètent consciencieusement beaucoup d'actifs dans tous les petits pays, petits entre guillemets, petits et moyens pays européens, les systèmes d'assurance tchèque, d'assurance portugaise, les ports. Ils sont en train de mettre la main sur beaucoup d'actifs. Alors, ils ont évité pour l'instant de s'attaquer à la France et à l'Allemagne. Ils ne sont pas totalement idiots, ils tournent autour. Encore qu'ils prennent maintenant des positions dans les infrastructures aéroportuaires et portuaires en France. Mais là-dessus, ne soyons pas naïfs. Leur objectif est quelque part de dominer cette partie du monde. Et l'Europe, dans tout ça, et d'ailleurs c'est un énorme enjeu pour nous, société européenne, mondiale, c'est qu'il faut qu'on soit à la fois capable, bien sûr, de travailler dans le continent, mais on n'a pas le choix. Les États-Unis, d'ailleurs, les États-Unis deviennent chez Total le premier pays en termes de capitaux employés demain, et aussi avec les Chinois. Et on s'y emploie beaucoup. Le plus grand partenaire de Total à l'international, c'est la compagnie nationale chinoise aujourd'hui. Nous sommes avec eux dans beaucoup de pays. Et on a décidé que plutôt que de faire du karaté avec eux, il valait mieux faire du judo sympathique, plutôt que d'essayer de les affronter en direct. Voilà, donc il y a beaucoup de questions. Je pense que c'est le défi majeur pour nous, Européens. Et je vous dis que plus je regarde le fonctionnement de l'Europe, qui en fait n'est pas une Europe, mais une somme de 30 pays, ou de 28, 29, j'en sais rien, nous sommes de plus en plus faibles face à ces deux pôles. Et malheureusement, la seule solution serait d'avoir une vraie Europe, mais on voit bien que les populations, les peuples de notre continent n'en ont pas vraiment envie. Voilà. Bonsoir Monsieur Pouyanné.
Je vais vous poser une question un tout petit peu moins large et un peu plus spécifique sur un des nouveaux business que vous adressez maintenant, qui est le marché du fournisseur d'énergie pour les particuliers. Vous nous avez dit que vous avez pour objectif d'atteindre 15% de ce marché-là, en termes de part de marché. Que pensez-vous des nouveaux acteurs qui arrivent? Je pense notamment à Leclerc qui a lancé son offre. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ma première question, c'est est-ce que vous y voyez un avantage parce que ça montre qu'il y a du business? Est-ce que c'est plutôt une menace parce que ça veut dire que le marché va se fragmenter? Et ma dernière question, c'est quels seront vos avantages concurrentiels par rapport à des acteurs comme ça qui ont peut-être en termes d'image de marque, qui sont peut-être en termes d'image de marque beaucoup plus proches de leurs clients finaux? Écoutez, Patrick, Michel-Édouard Leclerc a dit que... Patrick, je te propose que ce soit la dernière question. Ça te laissera l'occasion c'est vous qui décidez. de dîner. Voilà. C'est la consigne. Vous savez, j'ai quitté mon domicile il y a maintenant 6 jours. Je rentre et je repars demain, donc j'ai pas de problème. Je peux rentrer. Je serais même ravi, je pense, mon épouse, de me voir ce soir. Voilà, donc aucun souci. Je me suis promené à Moscou, à Détroit, en Arabie, en Algérie, en Allemagne, en Angleterre. Voilà, j'ai atterri aujourd'hui après 6 jours, donc on peut aller se reposer. Mais pour reprendre la dernière question, non mais là-dessus, Michel-Édouard Leclerc a déclaré quelque chose de gentil. Il a dit qu'il trouvait que Patrick Pouyanné était très sympathique quand il a lancé son offre. Et moi, je le trouve très sympathique parce que quelque part, notre vrai sujet aujourd'hui, c'est de convaincre les Français qu'ils peuvent bouger du cocon d'EDF. C'est pas si simple que ça, parce que d'abord, EDF fournit un service de qualité. EDF a une très belle image auprès des Français depuis l'hiver 86, je pense, 87, où ils avaient secouru tous les Français qui, sous les chutes de neige, avaient perdu l'électricité, où toutes les équipes d'EDF s'étaient mobilisées. Ils ont une très bonne image, ils rendent un service de bonne qualité. Donc il faut secouer un peu ce marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu y rentrer, en se disant que bon, ils ont 80% de part de marché, essayer de leur en piquer 10, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Donc de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait des gens comme Michel-Édouard, un personnage comme Michel-Édouard populaire, qui s'attaquent à ce marché, c'est plutôt bien parce que ça peut donner confiance. Qu'est-ce qui nous a fait dire qu'on pouvait y arriver? D'abord, c'est qu'on faisait l'analyse, effectivement, la même que celle-là. C'est que si pour l'instant ça n'avait pas beaucoup bougé, c'est qu'à part Engie, les fournisseurs alternatifs étaient des sociétés peu connues qui, quelque part, ne donnaient pas confiance. Et dans toutes les analyses qu'on avait pu faire au niveau marketing, on avait même une surprise en 2016, qu'on a interrogé les Français sur qui sont les fournisseurs fiables d'électricité et de gaz. Total apparaissait en deuxième avant Engie. Alors, c'est à l'époque, Engie avait changé de nom, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, quoi. Mais, alors qu'on n'en fournissait pas. Donc, soyons clairs. Donc, ça nous a donné envie. On s'est dit, ça veut dire qu'il y a quelque part un matelas enfin, un terreau fertile, à nous de le faire fructifier. Mais en fait, quelque part, nous donnons confiance. Donc, j'ai pas de ce point de vue-là. Bon. Ensuite, deuxièmement, Michel-Édouard Leclerc, j'ai beaucoup lu, puisqu'on se connaît, on s'est rencontrés tous les deux. Je sais que je l'ai même invité à un séminaire dirigeant, et ce jour-là, mes marketeurs m'ont dit, mais tu invites le diable. Je dis, non, j'invite quelqu'un qui a su prendre des parts de marché. C'est toujours intéressant de voir les gens qui réussissent à fonctionner. Bon, il fait un pari un peu, il compare ça au pétrole, c'est quand même assez différent. Et notamment, il y a quelque chose qui, à mon avis, va, à un moment... D'ailleurs, Direct Énergie, c'était intéressant dans ce qui est leur histoire. Ils sont partis, comme Michel-Édouard, simplement en vendant de l'électricité et du gaz par Internet. Et puis, ils avaient quand même du mal à faire des résultats économiques. Pourquoi? Parce que quand vous faites que vendre, vous achetez de l'électricité en gros. Et dans ce marché-là, comme en gros sur 100 de prix, un tiers c'est des réseaux qui sont les mêmes pour tout le monde, un tiers c'est des taxes que vous payez tous, il reste un tiers pour faire de la guerre, entre guillemets, pour faire du marketing commercial. Si vous achetez en gros, votre marge de manœuvre est faible. Et surtout, c'est une commodité dont le prix est volatile. Et donc, vouloir rentrer sur ce marché en simplement vendeur, ce que font un certain nombre de concurrents, si on ne maîtrise pas des outils de production, c'est-à-dire que si quelque part on n'a pas l'intégration qui permet que quand le prix de l'électricité monte, peut-être que les marges aval seront faibles, mais vous récupérez sur vos produits, votre production d'électricité des marges amont, ça me paraît extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'à juste titre, Jean-Bernard Lévy était intervenu quand il nous avait arrivé avec Total Esprit en disant « mais à quoi il joue ? Il n'y a pas d'argent à gagner sur la commercialisation. » Il a compris maintenant, grâce à cette phrase, il m'a fait réaliser qu'il était urgent que j'achète des centrales à gaz et autres moyens de production. Ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est d'ailleurs l'évolution qu'avait suivi Direct Énergie, qui, il y a depuis 2 ans, a acheté des outils de production.
Donc voilà, donc la réponse c'est que je pense que, et le pari qu'on fait d'ailleurs, réfléchissez à pourquoi donc Direct Energy a été vendu à Total, pourquoi les actionnaires de Direct Energy ont vendu. C'est quelque part, profondément, quand en octobre, il y a 1 an d'ailleurs, c'était exactement il y a 1 an, à 8 jours près, on a lancé Total Spring, l'action qui était naissant, sur les conseils de la presse, j'étais moi-même monté au créneau. On n'a pas été des génies, mais il se trouve que l'action Direct Energy est passée de 55 € à 32 €. Pourquoi? Parce que l'histoire de croissance qu'il racontait, il y avait une espèce d'acteur un peu plus puissant qui est rentré dans le marché et qui, quelque part, le marché s'est dit « Ah, l'histoire de croissance s'arrête peut-être » et Jacques Veyrat, qui est un financier avisé, a vite compris que son intérêt, c'était peut-être de vendre avant que l'action ne continue à baisser, puisque je lui avais dit « Moi, je suis prêt à attendre ». Voilà, on n'a pas attendu très longtemps tous les deux. Enfin, il n'a pas attendu très longtemps. Mais voilà, donc je pense que, je suis peut-être un peu présomptueux, mais je pense qu'on est totalement, en tout cas, déterminé à le faire. Et en plus, encore une fois, alors pour le coup, les collègues, les équipes de Direct Energy, qui maintenant sont à 100% chez nous, ont un savoir-faire remarquable, donc nous permettent d'accélérer, d'avoir une taille critique, parce que cette affaire, c'est le problème d'amortissement de coûts fixes. Et donc, je pense qu'on est capable de faire, si on garde le train, on peut atteindre notre marché. Alors bien sûr, je m'attends à ce que nos 2 grands concurrents, EDF d'une part et Engie d'autre part, réagissent. D'ailleurs, ils le font. À nous de persévérer. Merci à tous. Et encore une fois... Merci à tous. Et encore une fois, mettez tous 1 000 €.